Donc la Comédie de Saint-Étienne a 40 ans. Daniel Benoît est là depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est la comédie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un centre dramatique national qui a à pas mal de points de vue un peu la première place en France, que ce soit quantitativement, disons, par le nombre de spectateurs, le nombre d'abonnés, mais aussi qualitativement par les dernières créations, disons, qu'a fait la comédie, à savoir par exemple Ghetto ou bien Cage, qui sont des spectacles qui ont tourné partout en France, à Paris, à l'étranger. Et je dirais que l'avenir de la comédie, enfin tel que j'essaie de le tracer, et qui est mon objectif pour les 3 ans à venir, c'est de faire de la comédie un peu la plaque tournante française de la Convention théâtrale européenne, qui permettra, si vous voulez, à la comédie d'être en fait le théâtre pilote en France pour cette fameuse convention. Voilà un peu où on en est, voilà un peu quels sont les projets. C'est un théâtre, un centre national qui se tourne résolument vers l'Europe. Oui, c'est-à-dire que c'est un centre dramatique national, donc un centre de création avant tout, enfin c'est ça sa mission, mais qu'en même temps, je veux dire, l'Europe, je veux dire, ce n'est pas lié à l'affolement de 92, c'est tout simplement le fait qu'on est depuis de nombreuses années, on tourne beaucoup en Europe, qu'on a tissé de nombreux liens avec les théâtres étrangers, et que dans le fond, en discutant un tout petit peu avec ces gens-là, en parlant avec eux, on s'est aperçu qu'on avait plein de choses à dire, plein de choses à faire ensemble, et c'est ça un peu qu'on fait, et c'est un peu ça ce qui va se passer 23-24, puisque on a des gens qui viennent d'une dizaine de pays ici, des directeurs de théâtre, des metteurs en scène, des journalistes, et que ça sera déjà une première étape de ce travail. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des spectacles en version originale cette année? Oui, enfin, disons que le Bob Wilson, c'est tout simplement parce que Bob Wilson est un grand metteur en scène et que le seul spectacle de Bob Wilson qu'on puisse actuellement avoir à Saint-Étienne, c'est Hamlet Machine, on l'a eu, disons, moi je suis allé à Londres pour prendre ce spectacle et, disons, faire en sorte que nous en ayons l'exclusivité. Bon, le spectacle est en anglais, mais en anglais, il y a 4 pages en tout de texte pendant 2 heures de spectacle. Donc, je veux dire, c'est avant tout un spectacle visuel et pas un spectacle de texte. Bon. Quant à Einfach kompliziert, la pièce qui vient de Berlin, là, au contraire, c'est une pièce de texte, mais c'est une pièce avec certainement un des plus grands comédiens européens qui s'appelle Bernard Minetti. Et cette pièce, je veux dire, là, on est vraiment la seule ville en France à la voir. Et je l'ai vue à Berlin 2-3 fois, cette pièce, et je trouvais magnifique, et j'ai tout fait pour essayer de la voir, quoi. Voilà. Et j'espère que les gens ne se laisseront pas bloquer par leur non-connaissance de l'allemand pour aller voir le spectacle. Justement, à ce sujet-là, on reproche un peu à ce choix de version originale de s'être déjà assuré un public avec les enseignants, avec les classes. C'est faux parce que si vous voulez, par exemple, on est à une semaine d'Hamlet Machine, là, le Bob Wilson. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'enseignants d'anglais ni de classe d'anglais, quoi. Je veux dire, on espère bien que, comme on a quand même, je veux dire, les paris qu'on fait sont assez insensés, parce que Bob Wilson, 5 représentations, ça veut dire 3500 places. 3500 places à Saint-Étienne dans une pièce en anglais. Donc, bon, j'espère bien qu'il y aura effectivement des enseignants ou des profs qui viendront. Pour l'instant, c'est vraiment du public. Bon, mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui viennent de Grenoble, qui viennent de Dijon, qui viennent de Lyon, qui viennent de Clermont, enfin, pour voir ce spectacle, quoi. Quant à Einfach kompliziert, il y a très peu de public germanisant dans cette région. Bon, c'est vrai qu'on tient le pari de dire il y a un certain type de théâtre à un très haut niveau qui peut être vu dans une langue étrangère. Voilà, on va voir. C'est les paris qu'on tient. Est-ce qu'une des forces de la comédie, c'est pas d'avoir trouvé un public, de l'avoir fidélisé, d'avoir un public qu'on peut dire un peu d'inconditionnel? Il n'y a pas de public d'inconditionnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand moi je suis arrivé à la comédie, c'était il y a 12 ans, il y avait 6500 abonnés, par exemple. 2 ans plus tard, avec tous les spectacles que je leur avais assénés, il en restait 3500. Donc ça avait pratiquement diminué de moitié. Ils ne comprenaient pas du tout le théâtre que je faisais. Et aujourd'hui, on va avoir cette année 13 000 abonnés. Mais
mais je dis qu'en 2 ans ou en 3 ans, on peut descendre à 4000 abonnés. Donc il y a un public, c'est vrai, très fidélisé, de base, un noyau de base très fidélisé, mais le gros public, je veux dire, il peut partir vite. Et comme on ne fait pas une politique de marketing par rapport à ce public, je veux dire, c'est une politique d'exigence de tous les jours qui fait qu'on... Et puis, bien évidemment, de contact avec le public, qui est très important. On a, nous, une attitude qui est de dire au public, bon, vous n'êtes pas forcément sur la même ligne que nous. On est... parce qu'on fait du théâtre toute la journée, parce que c'est notre vocation et parce que nous faisons de la création toute la journée, on est forcément en avance sur vous. Il y a forcément un écart entre vous et nous. Cet écart, il s'agit pour nous non pas de dire qu'il n'existe pas. Je dirais assez volontiers que l'art est incompréhensible en soi, mais il faut en organiser la compréhension. C'est-à-dire que, dans le fond, nous passons notre temps à côté de ça, à côté des spectacles eux-mêmes, que nous n'essayons pas du tout de l'inifier d'une manière ou d'une autre ou de simplifier. Au contraire, on passe par contre beaucoup de temps ensuite à parler au public, à essayer de leur faire comprendre ce que nous vivons à un moment donné. C'est-à-dire, c'est comme si vous parlez avec un technicien de la dernière voiture du dernier moteur d'une bagnole. Je veux dire, lui, il est complètement au courant et c'est normal et c'est complètement son truc à lui. Je veux dire, le chauffeur moyen, enfin, le conducteur moyen ne saura pas. Par contre, on peut essayer de commencer à parler moteur avec lui, quoi. Est-ce que la comédie, comme ça, est pas en train d'inventer une mode du théâtre contemporain? C'est-à-dire que la comédie est très liée au théâtre contemporain. C'est-à-dire que on est par contre très très peu classique, quoi. Je veux dire, on monte très peu de Molière. Enfin, je veux dire, on en monte un tous les 3 ans. Je peux vous dire qu'il y a des théâtres qui montent un Molière par an minimum, quoi. Bon. Et on monte assez peu de pièces classiques. Par contre, on est très à la recherche d'auteurs contemporains français et étrangers. On est très en recherche tout simplement de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le théâtre, comme un art archaïque, art très archaïque, disons, est complètement, je veux dire, dans la période actuelle, à côté du vecteur porteur de notre société, qui est un vecteur porteur beaucoup plus technologique, informatique pour simplifier. Et donc souvent le théâtre apparaît comme un refuge du spirituel à l'opposé de ce technologique ou de cet informatique. Et or, ce que je crois, c'est que ce spirituel précisément peut parler du monde dans lequel nous vivons, peut parler du vecteur porteur sans en utiliser les moyens, en restant cet art archaïque qui est le rapport d'un homme finalement à un public, un homme vivant face à un public, mais que il est très important pour nous d'en parler, enfin, d'une manière ou d'une autre, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer, sans être complètement ringard, de parler de ce qui est en train de se passer autour de nous. Et disons que c'est cette optique-là que nous avons beaucoup à la comédie. J'étais hier soir à la création, j'étais très très content parce que je trouve que le spectacle est formidable. J'étais à la création, donc on a fait hier soir la création en France d'une pièce de Fassbinder, qui était Goutte dans l'océan, à Saint-Chamond. Et je suis allé voir ça, c'est magnifique comme spectacle. C'est magnifique, et donc on sait déjà que ce spectacle va avoir une belle destinée. Enfin, bon. Mais ce qui est raconté dans ce spectacle sur la relation, enfin, terrible, en fait, et tellement ironique qu'elle en devient mortelle, enfin, des couples est formidable, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre l'engouement pour le théâtre contemporain et l'engouement pour l'art contemporain? Est-ce que c'est deux choses qu'on peut rapprocher? Forcément, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes un peu jeune pour avoir vraiment bien connu ça, mais si vous voulez, la période qui a précédé la période actuelle, je dirais la décennie qui a précédé la décennie actuelle, a été une décennie où le vecteur porteur de la société était un vecteur de sciences humaines, je veux dire, où les choses fondamentales étaient la psychanalyse, la sociologie, la sémiologie, etc. Bon, tout ça traversé un peu par le structuralisme, comme ça. C'est-à-dire que le vecteur porteur était ça. Et donc le théâtre se trouvait dans une ambiance, et les arts en général se trouvaient dans une ambiance ou dans un milieu ambiant qui correspondait au vecteur porteur. Aujourd'hui, le vecteur porteur étant à l'opposé du vecteur artistique, je veux dire, il y a forcément ce rapport-là de tension dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a engouement qui est souvent un engouement de refuge. Ce que je souhaiterais, c'est que le refuge en question devienne une position d'attaque, quoi. Est-ce que le théâtre contemporain n'est pas plus un théâtre de réaction par rapport à un théâtre dit classique qu'un théâtre de création? Non, je crois pas. Je crois pas. Le grand problème, c'est que, si vous voulez, dans le fond, je veux dire, aujourd'hui, la période est un peu difficile, à mon avis, hein. La période est un peu difficile parce que dans la chaîne de création, c'est-à-dire, si vous voulez, où il y a la production financière, l'auteur, le metteur en scène, le comédien, enfin, pour simplifier, je veux dire, ce qui a pris complètement le dessus actuellement, c'est la production.
C'est-à-dire qu'actuellement, vous ne produisez un spectacle en gros qu'à partir du moment où vous avez soit des résultats au niveau notoriété, soit des résultats au niveau financier. Et donc ça passe par le vedettariat. Et donc actuellement, si vous ne pouvez pas monter une pièce à peu près en étant sûr de l'exploiter si vous n'avez pas des grandes vedettes. Bon. Alors cette situation-là est très embêtante parce qu'elle tue d'une certaine manière les autres éléments de la chaîne, à savoir l'auteur, le metteur en scène, le comédien. Si vous voulez, un comédien moyen qui n'est pas bien médiatisé peut être formidable, mais aura peu de chance en fait de jouer, de travailler. Alors ça c'est une période difficile, une période ennuyeuse en plus. Mais je crois qu'elle va bouger, qu'elle va se transformer très rapidement. Et que le théâtre retrouvera enfin complètement sa force. Alors en attendant, pas ici, mais en France en général, je veux dire, c'est effectivement le retour au classique, c'est le retour à une certaine nostalgie luxueuse, comme ça, qui apparaît. Et qui fait que, bon, on dit, eh ben ça y est, on va monter Don Juan pour la 7e fois cette saison, que ce Don Juan, c'est Maréchal qui va le faire, et que Maréchal, qui a monté Don Juan il y a 15 ans, cette fois-ci le monte avec Arditi, avec Juliette Binoche, etc., pour être sûr que ça médiatise à fond, quoi. Même si Juliette Binoche n'est pas l'idéal pour Elvire. C'est pas un peu inquiétant que la culture n'arrive pas à vivre sans subvention? C'est pas inquiétant, c'est normal. C'est pas inquiétant parce que alors c'est un peu long si je vous explique, pour 2 minutes au moins. C'est très simple, c'est mathématique. Si vous voulez, si vous aviez à monter un spectacle, prenons un exemple, on monte Hamlet en 1850 en France et on monte Hamlet en 1887 en France. En 1987 en France. Bon, il faut le même nombre de comédiens, il faut toujours un décor, il faut toujours des costumes, etc. Or, si vous voulez, on est dans un secteur, la création, qui n'a pas eu de progrès technologique. On répète toujours aussi longtemps. Même on répète un peu plus à la limite qu'en 1850. On a toujours besoin de faire un décor neuf. Donc je veux dire, il y a toujours de l'artisanat. Donc je veux dire, il n'y a pas de progrès technologique qui est né. Par contre, les comédiens et les gens qui travaillent dans le théâtre demandent à avoir, et c'est normal, une progression des salaires depuis 1850 qui soit comparable à celle de l'automobile, par exemple. Bon. Ce qui fait que si vous voulez, vers 1920, vous avez eu un seuil qui a été passé, c'est ce qu'on appelle la loi de Baumol, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas moi qui l'invente. Mais vers 1920, on est passé à un seuil où, si vous voulez, on n'arrivait plus à avoir un prix de vente suffisamment élevé pour couvrir des frais d'un spectacle qui, précisément, lui, n'avait pas de progrès. Donc, si vous voulez, la création artistique comme l'enseignement, c'est les deux secteurs, si vous voulez, où il n'y a pas de progrès technologique. Donc, ce sont des secteurs subventionnés. On subventionne de plus en plus l'éducation nationale et on subventionnera de plus en plus la culture. Est-ce qu'on risque pas d'arriver à une fonctionnalisation des artistes et des comédiens? C'est une catastrophe, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est un danger, c'est un danger qu'on essaie d'éviter. Je veux dire, moi, je me suis toujours considéré comme sur un siège éjectable ou au moins un strapontin, quoi. Je veux dire, dans ma vie privée, par exemple à Saint-Étienne, je ne me suis jamais installé. C'est-à-dire que j'ai un appartement qui n'est jamais installé. Qu'est-ce qui vous rattache à la comédie? Qu'est-ce qui me rattache à la comédie? Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais passer 3 ans ici, ça va être formidable, après je vais aller ailleurs. Enfin bon. Il y avait à l'époque, si vous voulez, un cursus qui était l'idée que, dans le fond, il fallait être directeur d'une jeune compagnie, puis directeur d'un petit centre dramatique, puis directeur d'un gros centre dramatique, puis directeur d'un théâtre national, et puis la Comédie Française pour finir. Moi, j'ai commencé par un très gros centre dramatique qui est Saint-Étienne, puisque c'est le 3e de France, au niveau taille, subvention et tout ça. Et puis, dans le fond, il s'est passé entre-temps que, si vous voulez, c'est plus du tout le théâtre qui fait l'homme, mais l'homme qui fait le théâtre. Et dans le fond, tout a été montré récemment. Par exemple, je prends un exemple qui vient à la tête, c'est Jean-Pierre Vincent à la Comédie Française. Quand Jean-Pierre Vincent est passé du TNS à la Comédie Française, ça a été une catastrophe. Il est reparti très vite parce qu'il a dit, bon, arrêtons, quoi. Bon. C'est-à-dire que changer de théâtre, c'est pas forcément une réussite, même si ce théâtre est beaucoup plus gros. Et deuxièmement, on peut, à l'heure actuelle, à peu près de n'importe grande ville en France, monter des opérations, avoir une réputation, avoir une notoriété considérable. En Allemagne, le plus grand théâtre en Allemagne, il est à Bochum. Bochum, c'est une ville de 400 000 habitants dans la Ruhr, et c'est une ville épouvantable. Enfin, bon. À côté de laquelle Saint-Étienne a l'air d'être Rome. Dans une récente interview, vous avez dit que vous n'aimiez pas la communication. J'ai jamais dit ça. C'est une bonne manière de mettre les choses au point. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit... voilà ce qui s'est passé. On m'a posé la question... on m'a dit, voilà, c'était un journaliste de Libération qui m'a dit, je viens de rencontrer le publiciste de la Maison de la Culture,
qui m'a dit la comédie de Saint-Étienne. Pichon, c'est formidable parce qu'il adore la pub et puis il a un goût pour la pub formidable. Et Benoît, il est complètement ringard au point de vue pub. Voilà ce que me dit le journaliste de Libération. Et alors j'ai dit à ce journaliste, je lui ai dit je ne suis pas très sûr d'être ringard au point de vue pub, mais c'est fort possible. Mais c'est vrai que, étant donné que ça représente 1% du budget de la comédie de Saint-Étienne, la pub, c'est vrai que c'est pas mon problème essentiel. Et donc, c'est pas que j'aime pas la communication, mais si vous voulez, pour moi, l'essentiel de mon investissement financier se fait dans la création, quoi. Alors, la pub, je dirais volontiers à ce publiciste que dans ma vie passée, j'ai beaucoup travaillé dans la pub et que c'est pas... bon, je sais pas, c'est une question de... Les critères sont pas évidents, là. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je suis allé voir le Canard ici et je leur ai dit, écoutez, moi je comprends pas. Je trouverais très très important qu'on puisse avoir, pas forcément nous, mais qui est dans ce journal, en fait une rubrique hebdomadaire dans laquelle nous, par exemple, je sais pas, bon, prenons, vous étiez là tout à l'heure, j'appelais Ionesco vient lundi. Imaginons qu'Ionesco, en partant de Saint-Étienne, ait envie d'écrire un texte. Bon, pourquoi est-ce que ce texte ne rentrerait pas dans le journal? Bon, alors, pour se donner cette possibilité, j'ai demandé au journal au mois de juin, j'ai dit voilà, j'ai plusieurs choses. Je souhaiterais qu'il y ait une très forte appui de la part du journal sur le 40e anniversaire, et d'autre part, totalement indépendamment de ça, je voudrais une rubrique hebdomadaire. Voilà. Et on a discuté, on est tombé tout à fait d'accord qu'on était un vecteur porteur, et surtout qu'il manquait quelque chose fondamentalement dans le journal, ici local, par rapport à la comédie, c'est précisément les 60% d'activité de la comédie à l'extérieur de Saint-Étienne. Donc cette rubrique va être essentiellement, bon là elle est un peu concentrée sur le 40e anniversaire, mais après ça va être, on est allé jouer à Berlin, voilà la critique des journaux allemands qui est sortie sur notre spectacle, on est allé jouer en Italie, voilà ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que c'est que cette relation qu'on a avec la ville de Turin, de Bologne ou de Naples? Qu'est-ce que c'est ce théâtre anglais avec lequel on est en train de préparer une coproduction? Personnalité pour le 40e, ouais. Il y a des personnalités du spectacle, ouais. Et il y a pour la première fois... La radio, et il y aura la ARD, la première chaîne allemande, et vous. Alors, qu'est-ce que vous faites comme reportage? Bon, c'est-à-dire que, en fait, on essaie de tout de suite d'implanter cette idée pour les 3 années à venir, qui est, on va être une ville, une plaque tournante européenne. Voilà. Alors, venez nous voir. Là, vous me tendez la perche. Vous parlez de la télévision parisienne, vous parlez de la Rayuno, vous parlez de chaînes étrangères et TV8. Oh, TV8 oui, c'est quoi votre question? Et TV8. Et TV8 dans tout ça, dans votre perception de la communication d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la proximité de TV8, alors attendez, que c'est long, puisqu'on fait un essai, de dire, regardez, on fait en France un essai pendant 3 semaines de télé locale, tout le monde sait les problèmes qu'ont et les pouvoirs politiques et les pouvoirs intellectuels par rapport à l'idée de télé locale. Donc, je veux dire, expérience pilote passionnante. Bon, c'est-à-dire, c'est le moment de montrer qu'une télé locale, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde se méfie profondément de ce que vont être les télés locales. Bon. Donc, puisqu'on a la chance d'en faire une expérience à Saint-Étienne, je trouve ça magnifique, formidable. Je trouve que la ville et la Maison de la Culture ont une idée magnifique de faire ça. Bon. Parce que précisément, c'est le moment de montrer qu'une télé locale, ça peut être formidable. Bon. Alors, si vous voulez, c'est là que commencent un peu mes problèmes. Une télé, et qui pourtant, grâce à différents moyens, et en particulier, bon, bien évidemment, les réseaux, les satellites et tout ça, a la possibilité d'être sans arrêt en rapport entre le monde et la ville. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Qu'est-ce que ça veut dire de tenir compte, enfin de donner un écho par rapport à ce qui peut se passer dans une ville et puis de découvrir une ville d'une certaine manière. Bon, tout ça, à mon avis, se prépare assez longuement à l'avance. Bon. Alors, je n'ai pas porté de jugement sur la préparation, mais j'ai constaté, si vous voulez, pour moi, que j'ai reçu le programme de la télé locale dans ma boîte aux lettres, quoi. Mon premier contact, ça a été le programme dans ma boîte aux lettres. Et disons que ça n'a pas été pour moi, sans être mégalo, comme vous disiez tout à l'heure, je considérais que, étant donné qu'il y avait le 40e anniversaire de la comédie, il me semble que ça valait le coup
que je rencontre des gens de TV8 avant que TV8 n'existe, quoi. Ça n'a pas été le cas. Et ma première rencontre avec TV8, ça a été des gens qui débarquent dans les étages ici, alors qu'on était en train de préparer le 40e anniversaire sans prévenir, sans rien, etc. Ma réaction a été doublement négative. Bon. Et ça a recommencé d'ailleurs lundi, quoi. Je veux dire, je vois poif des gens qui débarquent avec machin, etc. Bon. Alors que je vous assure que si quand TF1 débarque ici, ils préviennent, quoi. Ils préviennent, quoi. Alors la proximité pour moi, je veux dire, c'est quand même, c'est pas une raison pour ne pas être poli, quoi. Voilà. Alors ça, c'est de l'anecdote, je dirais, parce que je veux dire, bien évidemment, je m'en fous en même temps, qu'on vous préveniez ou pas. Je veux dire, vous vous rendez bien compte que la manifestation qu'on a actuellement est une manifestation compliquée, dans laquelle on a plein de problèmes, on dort pas beaucoup, etc. Et donc, je veux dire, la décontraction qu'on pourrait donner comme terme positif au manque de politesse est une vertu que j'aime bien, je veux dire, qui n'est pas forcément compatible avec le travail qu'on est en train de faire nous, quoi. Je veux dire, où tout doit être organisé à fond, et je veux dire, où on ne peut pas se permettre le moindre amateurisme, quoi. Alors, voilà mes rapports avec la télé locale. Je redis sur le principe, je suis complètement, mais alors, je trouve ça magnifique de faire ça. Je trouve que si on n'en tire pas un certain nombre de conclusions, c'est-à-dire mais pas seulement pour Saint-Étienne. Je trouve que ce qui est passionnant sur TV8, c'est absolument que tous les gens qui ont envie de faire une télé locale débarquent à Saint-Étienne pendant ces 3 semaines. En parle, je veux dire, il me semble que le grand débat à faire à TV8, c'est le débat sur la télé locale. Je ne sais pas s'il est fait. Ils sont tous câblés. Bon. Alors, et alors, vous avez la Mons, qui est une ville de 45 000 habitants, qui a sa télé locale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, je trouve que ce serait passionnant de faire un grand truc sur la télé locale. Et là, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, à la course et tout. Et puis, bon, voilà, disons que... Mais comme je l'ai dit souvent, je souhaite que ça marche le mieux possible, quoi. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a effectivement les gens qui viennent de l'image et les gens qui viennent du texte. Et Jean vient du texte, moi de l'image. Bon, moi je vais vers le texte et Jean n'a pas trop envie d'aller vers l'image. Bon. Mais aujourd'hui, je veux dire, je peux monter... ça m'est arrivé, je veux dire, quand j'ai monté la pièce de Thomas Bernhard, Les apparences sont trompeuses, je veux dire, c'était vraiment... c'était du texte. Hein. Ou bien quand je monte faux, je monte beaucoup de textes très, très connus en plus, enfin, ou très... très important littérairement, comme ça. Et je veux dire que Jean considère effectivement le dénuement comme une chose importante. Moi, pas toujours. Moi, pas toujours. J'aime bien, à certains moments, travailler comme ça sur un univers comme ça qui, tout d'un coup, a une extraordinaire puissance de pénétration sur le spectateur, qui travaille immédiatement sur son inconscient, par exemple. Bon. Et dès qu'un comédien apparaît sur ce plateau, je veux dire, c'est une autre force qui apparaît comme ça. Et donc, ça peut supposer de temps en temps des décors importants. Plein de choses, quoi. Il est tuant, réactionnaire, tout, enfin bon. Et alors, j'ai appris des choses comme ça pendant ce tournage, et j'ai monté une pièce 2 mois plus tard. Et je me suis dit, il y avait des choses qui me passionnaient. Je pensais comment transmettre cette notion-là au théâtre, par exemple. Je parlais d'une notion cinématographique qui était, par exemple, je ne sais pas, un travelling, par exemple. Ou des scènes mixées, par exemple. C'est-à-dire, on avait une scène d'un personnage A avec un personnage B, et puis une scène d'un personnage toujours A avec C, et au cinéma, pas de problème, on peut mixer les 2 scènes. Bon. Et puis voilà, alors je me dis ça m'intéresse dans le fond, le mixage de ces 2 scènes au théâtre. Et alors, je monte mon spectacle juste derrière, et je fais rentrer le personnage A avec le personnage B, et à un moment donné, il y a un double du personnage A qui rentre, pendant que A lui-même continue avec C, la 2e scène, il y a A', si je peux qui continue avec B. C'est-à-dire j'avais 2 scènes sur le plateau ensemble avec un mec de dos qui ressemble étrangement à l'autre, enfin, etc. Et les 2 scènes se font ensemble. Et quand on a sur le plateau, donc là je partais du cinéma vraiment, bon. Et quand on a ces 2 choses comme ça sur un plateau de théâtre, tout d'un coup on a une idée qu'on n'aura jamais au cinéma. C'est quand tout d'un coup, à un moment donné, j'ai fait se retourner A et A' vers B.
C'est-à-dire que tout d'un coup, il suffisait que A se tourne et tout d'un coup, il y avait deux A qui parlaient à B. C'est-à-dire c'est comme, si vous voulez, dans des scènes mixées au cinéma, la première scène se passe dans une salle de bain et la deuxième dans un taxi, et tout d'un coup, le type qui est en fait dans la salle de bain se retrouve sur la banquette arrière du taxi. Bon. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, en utilisant des choses qui venaient d'autres formes artistiques que le théâtre lui-même, c'est-à-dire le cinéma par exemple, il y avait immédiatement, par l'archaïsme du théâtre, il y avait immédiatement l'apparition d'une idée neuve, qu'on n'utiliserait pas au cinéma, puisqu'on n'y viendrait même pas, parce qu'on considérait ça comme précisément non cinématographique. Et bon, je veux dire, des choses comme ça, il m'en est arrivé plein dans la vie. Je veux dire, la peinture, la musique, tout, enfin, peut proposer des manières de réfléchir au théâtre. Or, le théâtre, comme c'est une chose extrêmement simple, c'est-à-dire un plateau, un comédien, ou des comédiens, très vite, en utilisant des choses venant de l'extérieur, on a des idées nouvelles que l'extérieur n'aurait pas eues. Bon. La théâtralité est frappante dans toutes les formes d'art aujourd'hui, enfin, je veux dire, que ce soit dans la peinture, enfin dans la figuration libre par exemple, ou bien dans le rock, ou bien dans la musique, ou bien, je veux dire, bon, le théâtre a une importance considérable, bon, ou dans le cinéma, enfin, que ce soit, je sais pas, je pense à Benex par exemple, bon, je veux dire, le théâtre a une importance considérable. Eh bien, le théâtre, en reprenant, je veux dire, ses rejetons, c'est-à-dire ce qu'elle a donné aux autres formes d'art, en repartant d'autres formes d'art, peut faire de nouvelles découvertes. Et en fait, cet art archaïque qu'est le théâtre ne peut vraiment continuer à exister formidablement qu'à partir du moment où malgré son archaïsme, il est porteur de nouveautés sans arrêt. Et pour ça, il faut introduire je dirais des stimuli comme ça à l'intérieur du théâtre. Et ça peut être le cinéma, ça peut être plein de choses, quoi. La littérature, ça peut être plein de choses. Il retrouvera sa nature automatiquement. Des gens comme Rohmer, il y en a peu. Et la crise du cinéma, elle existe quand même, effectivement au sein d'une crise sociale, d'une crise culturelle, je dirais plus que sociale d'ailleurs, qui est le monde des années 87. Je crois effectivement qu'avec plus d'amour, plus de passion, on peut sortir de cette période, mais il faut s'en donner les moyens. Et les moyens, ça passe par peut-être une plus grande humilité et une plus grande colère aussi en même temps. Absolument. C'est-à-dire les deux. Exactement. À la fois l'humilité et à la fois la passion de vouloir dépasser une certaine forme de facilité qui a été celle des années 70. Oui, moi je dirais humilité, pour moi ça va avec courage, et colère avec honnêteté. Il faut rester honnête jusque dans sa plus grande colère. Et encore une fois, bon, Rohmer, puisqu'on est là de parler de lui, on est là pour parler de lui, le prouve, je veux dire. C'est quelqu'un qui est en colère, je crois. Mais Vous voulez parler de lui? Parce qu'on est là pour ça aussi. On vient défendre. et pourquoi aussi est-ce que un vous ne film. voulez... Moi c'est surtout la question inverse qui m'intéresse. Pourquoi vous voulez pas qu'on parle de lui? Parce qu'il y a deux comédiennes qui sont là. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des deux comédiennes? Alors on a deux comédiennes, d'accord. Alors parlons effectivement de leur façon de voir le monde, mais alors pourquoi, si Rohmer n'est pas là, parler de la crise du cinéma? C'est ou Rohmer ou la crise? Ah oui, et durement, mais de toute façon le métier qu'on a choisi est un métier dur depuis l'Antiquité. Et ça l'est toujours de la même façon. C'est un métier de bohémien et on mange parfois du pain noir et parfois du caviar. En X années de carrière, combien de chômage? En X années de carrière, XY années de chômage, beaucoup.
Oui, mais moi, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Mais moi, je fais d'autres choses à côté. J'ai fait des études. J'ai fait Hippocagne, Cagne. J'ai continué les études de philo. Maintenant, j'écris. Je suis en train d'essayer de publier quelque chose. Et puis, je commence à écrire pour la réalisation aussi. Ça m'empêche pas d'être pleinement comédienne avec un amour de ce métier. Un grand amour. Mais cet amour-là, quand on l'a, on peut le distribuer partout. C'est pas exclusif. Du tout. En fait, d'année de chômage, zéro. À l'école de la vie, il n'y a pas d'année de chômage. Et puis c'est un métier où effectivement, je crois qu'on est toujours en attente du futur. On est dans le présent, dans le futur et aussi un peu dans le passé. C'est-à-dire que à la fois on vit un chômage et en même temps ce chômage est toujours aussi le sort des gens du spectacle, pas seulement du cinéma, mais des artistes. C'est aussi d'avoir une vie sur l'ensemble du monde pour pouvoir utiliser et se nourrir de ça et le réutiliser dans son travail. On est à la fois uniquement comédien ou uniquement créateur et en même temps autre chose. C'est un puzzle. Oui, on est comédien quand on joue et autre chose quand on joue, mais à l'origine, c'est l'amour du jeu. Romer, par exemple, c'est quelqu'un qui joue sans arrêt. C'est-à-dire qui aime jouer. La façon de jouer, ça peut être de jouer la comédie, mais ça peut être de jouer la vie aussi, de jouer l'amour, de jouer... Tout jouer, enfin de jouer, c'est-à-dire garder ce contact avec l'enfance qui fait que finalement, tout est à sa place. Dans l'enfance, tout est à sa place. Même les périodes de chômage, comme vous dites. L'admiration du metteur en scène. Total, en ce qui concerne Romer, total. Ouais. Évidemment, c'est indispensable, c'est une évidence, ça va de soi, effectivement. C'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Je me demande depuis quand l'admiration est une chose malsaine. C'est ça. Est-ce Dans- qu'il n'y a pas des sortes de visions? Dans le métier, c'est ça, mais comment voulez-vous faire ce métier autrement qu'en aimant? L'admiration, c'est une forme sublimée de l'amour, je me dis. Moi, je vois pas comment faire autrement. Vous me posez une sérieuse colle. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et après quoi? Après quoi? Il reste toujours une complicité, une admiration. L'admiration, elle est pas uniquement au moment entre moteur et coupé. Et à la limite, entre moteur et coupé, on oublie qu'on est avec un metteur en scène. On est dans un autre monde, on est dans un monde imaginaire qu'on s'est créé. On est dans la peau, enfin j'aime pas l'expression, mais on est à l'intérieur d'un être qui est imaginaire, qui est composé, qui fait un peu de soi, un peu d'une création extérieure. Et c'est plutôt avant et après le tournage qu'on est en admiration devant. Et c'est très actif aussi comme admiration, c'est pas du tout passif, c'est un échange. Et puis quand le clap de fin tombe, ben, il reste tout ce qu'on a appris. Et l'envie d'en apprendre encore plus. C'est pas un coup près, un clap de fin. Ça, c'est des choses tellement personnelles. Ce que moi j'apprends sur un tournage, c'est pas on joue comme ça, comme ça, comme ça. C'est qu'est-ce que c'est que les rapports, qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que ce travail, l'écoute. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais à cet endroit-là, à ce moment-là. J'aimerais, il y en a des tas d'autres que j'admire et que j'aime déjà, avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de tourner, mais quelqu'un comme René, Rivette, Doyon, Tavernier, Moi, Godard. je crois qu'il y a forcément un accord avec un metteur en scène avec lequel on travaille, dans la mesure où à chaque fois c'est un don. C'est un don d'amour et c'est un don de soi, un don du travail. L'accord est forcément profond, c'est très intime aussi, c'est une relation qui se tisse de petites choses
on pressent vis-à-vis de certaines personnes, comme elle le disait, qu'on ne connaît pas encore, qu'il peut y avoir une communication, mais Une complicité, une oui, complicité. le même monde. Enfin, le même monde, la même intensité de sensibilité, même si ça prend pas la même forme. On parle beaucoup d'amour, mais c'est vrai que finalement, c'est la seule chose à dire. Une génération de comédiens et de comédiennes qui remonte une sorte de morale du comédien. Que les choses soient vécues, les choses soient senties pour être faites. Ah oui, vous voulez parler des élèves de l'acteur studio? Enfin, pas les élèves, toute la tradition que ça a ouverte. Mais de toute façon, acteur studio ou pas, Louis Jouvet lui-même le disait aussi, c'est pas une question de génération, c'est l'essence même du travail du comédien, c'est de vivre et de ressentir les choses. Il n'y a pas un comédien de ce nom qui prétend faire du chiquet, quelle que soit la manière dont il joue. Il n'y en a pas un qui dirait le contraire du fait que jouer, c'est être. C'est d'abord être, écrire, c'est être. Je veux dire. C'est toujours le même. C'est même pas un problème, mais c'est toujours la même histoire, le même conte. Vous vivez le rôle? Oui. On se crée une réalité imaginaire qu'on vit complètement. Moi, j'ai On se le construit. que je les travaille avec ma vie, mais pas que je les vis. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment les grands moments de grâce, les moments où vraiment on vit à l'instant même où on le joue. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est rare. Et c'est beau aussi parce que c'est rare. Comment est-ce qu'on peut vivre une relation amoureuse quand on a une telle passion? Ce qui me concerne, c'est pas un problème. Je dirais même que l'un nourrit l'autre. Toujours dans des différentes manifestations, mais c'est la même recherche de joie. Enfin. Il y a beaucoup de chômage en amour aussi. Vous voyez que finalement, c'est pas contradictoire. Dans un rôle, tout soi-même qu'on met dans un rôle, est-ce que ça coupe pas un peu quelque chose à côté? Est-ce que c'est pas un peu castrateur? De quoi? Ça fait changer aussi. C'est une perpétuelle évolution. Je crois qu'effectivement, quand on est comédien, on vit plus vite, dans le sens où on passe au travers d'émotions et de passions d'une façon plus rapide. On va beaucoup plus rapidement au bout d'une passion. Parce qu'on la vit dans un rôle. Et qu'un rôle, c'est incarner une vie. Donc à chaque fois qu'on aborde un rôle différent, on incarne une vie différente. Quand la grâce est là, quand il y a le coup de grâce, parce qu'effectivement c'est rare. Il faudrait jouer beaucoup de rôles quand même. Pour arriver à vraiment... Remarque, ce serait plus pratique et nettement moins dangereux. Oh, pour moi, c'est un vœu. Très bonne question. La comédie? Ah oui, ouais. Vraiment. Et un métier sérieux. C'est un métier qui n'est pas un jeu. Le jeu, c'est pas du jeu quand on joue. Non, c'est vrai que c'est un métier, parfaitement un métier. Qu'on n'a pas fini d'apprendre. Enfin. Moi, dont le sérieux m'étonne toujours davantage. Il y a des enjeux véritables et qui vous dépassent bien largement. Je suis venu à Saint-Étienne parce que c'est après la guerre, pas la guerre de 14, mais la guerre de 40, oui. 45. Oui, je suis venu en 45 à Grenoble parce qu'on est venu me demander, parce que j'étais comédien à Paris, je m'étais occupé d'une petite troupe pendant la guerre qui allait en province, et on est venu me demander à Paris de constituer une équipe à Grenoble pour épauler une maison de culture. Je suis resté 2 ans à Grenoble. En 2 ans, on a monté 5 spectacles, on a visité pas mal d'endroits, et on est venu à Saint-Étienne
pour montrer tous nos spectacles grâce à un organisme qui s'appelait Culture et Jeunesse, qui était dirigé par le Cacheur. Alors, nous avons eu un très bon public, nous avons fait des amis vite, et il y avait un mouvement à Saint-Étienne. D'ailleurs, grâce à ça, parce que ça serait trop long, on nous a demandé à Saint-Étienne. Et j'ai eu un accueil épatant à Saint-Étienne. Et non seulement, c'est pas du tout pour flatter, parce que vous dites ça, mais je suis très attaché à la population stéphanoise. Mais c'est ainsi que j'ai pas créé le théâtre à Saint-Étienne. Il a été créé depuis longtemps. Mais la Comédie de Saint-Étienne s'est implantée le 15 octobre, en août 47 à Saint-Étienne, parce qu'elle était demandée. C'était une troupe de décentralisation, comme il y en a eu plusieurs. Il y a une espèce d'éclatement qui venait de Paris, où vous savez que depuis très longtemps, depuis le début du siècle, dans les grandes villes de province, il n'y avait pas de troupe de comédie. Oui. Alors le théâtre en province n'était visité que par des troupes venant de Paris. Et il s'agissait, dans l'esprit de Jeanne Laurent, qui était à ce moment-là au ministère à la direction des spectacles, il s'agissait de redonner une vie nouvelle et un besoin de théâtre dans les provinces françaises. Alors je suis venu comme ça parce que j'ai été demandé par les Stéphanois, et sans ça je ne serais pas venu. Vous n'êtes pas resté un étranger pour les Stéphanois. Vous êtes... Non, je suis... Vous me tendez une perche énorme, parce que c'est le contraire. Je suis étonné, moi qui, depuis 17 ans, ne joue plus et quitté la Comédie de Saint-Étienne, je suis étonné de la fidélité des Stéphanois, de la reconnaissance qu'ils ont vis-à-vis de la comédie qui a amené un souffle théâtral à Saint-Étienne. Et je suis très fidèle et très attaché aux Stéphanois. Je trouve qu'ils ont une chaleur, une amitié, une fidélité qui me touche beaucoup, et je suis devenu Stéphanois. J'ai d'ailleurs épousé une fille de Saint-Chamond. Ah, elle n'est pas stéphanoise. Ah ben non, c'est vrai. Mais il n'y a pas de frontière entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez réussi à toucher ce public stéphanois? Le théâtre, c'est un monde difficile. Et là, vous avez touché un public populaire, le public stéphanois. Bah, écoutez, j'explique ça parce que je veux dire que le théâtre, le vrai théâtre, est populaire. Molière est populaire, Shakespeare est populaire. Il n'y a pas de théâtre populaire et de théâtre pour intellectuels. Le vrai théâtre est populaire. Et j'ai voulu toucher un public, en effet, populaire. Et ça a été surtout lorsque nous jouions l'été sur les places publiques, alors devant un public de mineurs, etc. Puis on s'est mis en rapport avec les responsables syndicaux de différents syndicats, en particulier la CGT Sangdols, qui, pas du tout sur un plan politique, mais sur un plan d'amener des gens au théâtre, nous a aidés à... Alors on a eu un public ouvrier, on n'en a pas eu tellement, mais en tout cas on a joué beaucoup chaque année sur les places publiques, et puis ensuite dans un cirque où on s'installait non seulement à Saint-Étienne, mais dans la région. Alors voilà comment... Alors petit à petit, tenez, le premier jour, la première année en 47, 48 sans doute, le maire de Fraissinet nous a demandé de jouer les Pourberies de Scapin sur la place de la mairie. Alors on a joué sur la place de la mairie, on avait installé un tréteau sur les escaliers de la mairie, et on a joué devant des milliers de personnes. Et le maire m'avait toujours dit, c'est ça qui t'a... On t'est reconnaissant de ça, c'est comme ça que tu as eu le public populaire. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est pas qu'on me dise tu es ceci, tu as fait ça, ou vous avez fait ça, il faut faire ça. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir les photos des publics qui, sur les places publiques, regardaient les spectacles et qui avaient des visages merveilleux. Vous avez par exemple là, attendez. Ça, c'était des gens qui regardaient le cercle de craie. Ça, c'est autre chose. Attendez. Malheureusement, les photos sont merveilleuses, seulement elles ne rentrent pas beaucoup là sur le livre. Attendez.
Ça, c'est le cercle de grec caucasien de Bertolt Brecht devant les crassiers, vous voyez. Ça, c'est des masques. Et puis, attends, ah non, mais il y en a d'autres, attendez. Ouais. Allez, puis voilà. Voilà le public. Ça, c'était des gens qui étaient derrière la barrière et qui ne payaient pas. Vous voyez? Regardez ça. Des gens qui regardaient par en dessous. Attendez, regardez ce visage-là. Vous voyez? Ben voilà, alors pour moi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Le nouveau musée, c'est d'abord la zone de la Doha. La zone de la Doha, c'est 54 000 m². Et dans ce vaste terrain de 54 000 m² qui a été aménagé, redessiné par Totem, qui a fait un parc contemporain sous l'égide et l'autorité conceptuelle de Didier Guichard. Dans ce vaste terrain, donc, et déjà, si le musée de Saint-Étienne, il est construit, il fait 7190 m² de surface. La plupart des salles sont en... C'est un bâtiment qui est recouvert de plaques de céramique noire. Ce sont des plaques d'1,20 m de côté, qui ne sont pas fixées directement au mur, mais qui sont détachées légèrement du mur, qui ne sont pas jointoyées à vif. Elles sont séparées les unes des autres de 20 cm. Donc c'est un musée qui est intensément coloré, parce que la couleur noire est une couleur très intense, avec une surface extrêmement brillante et vibrante, donc très lumineuse. C'est un bâtiment fonctionnel, et c'est un bâtiment, disons, un peu nouveau dans le contexte de la construction muséographique contemporaine. Je crois qu'on ne peut plus parler maintenant de musées locaux et de musées de capitale. Je pense que ça n'a plus tellement de sens. Le problème se pose en d'autres termes. Il y a le Musée national d'art moderne, pour rester dans les musées consacrés au XXe siècle, il y a le Musée national d'art moderne. Le Musée national d'art moderne, il a une vocation nationale. Il a le devoir de constituer une collection exhaustive et de constituer le patrimoine de la nation. Mais ceci dit, les musées comme le musée de Saint-Étienne ce ne sont pas des musées locaux. Je pense qu'il faut qu'on crée de grands musées à dimension européenne, qui seront des musées installés dans les régions, certes, mais à la limite, il faudrait presque évacuer le mot régional de tout ce qu'il a eu au cours du XXe siècle comme signification. Il ne faut pas que ça devienne symbolique. C'est simplement un musée dans une grande région qui est la région Rhône-Alpes, entendant le mot région au sens géographique strict. C'est une grande institution qui ne se préoccupe pas d'être locale ou nationale, mais qui se préoccupe d'exister dans un contexte européen, puisque nous vivons, je pense, désormais à l'heure européenne. C'est-à-dire que vous pensez donc, dans ce cas-là, pouvoir drainer des artistes internationaux, un public international? Bien sûr. Alors, les artistes, nous avons déjà drainé. Bon, maintenant, il s'agit de véritablement, disons, conforter ce que nous avons pu faire, constituer une grande collection, monter des expositions de grande importance, et nous en avons maintenant les moyens. C'est-à-dire que nous travaillons avec des crédits qui sont des crédits municipaux, qui sont les crédits de l'État, et qui sont aussi, pour une grande part, les crédits de mécénat. Je pense par exemple à l'aide que nous apporte, c'est une aide régionale certes, mais qui ne se veut pas à échelle régionale, c'est l'aide de Casino, c'est l'aide de la Banque populaire de la Loire, qui nous permettent d'avoir une action internationale. Nous avons donc dans le domaine pour ce qui concerne notre politique d'acquisition, choisi de faire plus ou moins l'impasse pour ce qui concerne l'art du premier demi-siècle, étant donné les prix souvent extravagants qu'atteignent aujourd'hui les œuvres majeures des artistes importants du premier demi-siècle, et de faire porter surtout l'accent sur les achats correspondant à une période qui est celle, en gros, de l'après-guerre, 1945, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, comment vous allez un peu déterminer justement les choix d'acquisition? Quels sont les critères qui au fond, conduisent un conservateur ou une équipe à choisir tel artiste plutôt que tel autre? Je dirais que les choix sont d'abord déterminés en effet par l'état de la collection. C'est-à-dire que nous avons pour le premier demi-siècle une collection qui est terriblement lacunaire et on sait que pour cette période, on ne peut pas raisonnablement espérer, sauf peut-être donation extraordinaire, ou alors peut-être par le biais des dépôts que pourrait nous faire l'État ou le Musée d'Art moderne, on ne peut pas imaginer que cette collection évolue d'une manière sensible. Par contre, notre projet ces dernières années, ça a été, tant que la chose était encore possible, de compléter, d'étoffer la collection pour les années 1945-50. Depuis 2 ou 3 ans que la mode s'est emparée justement des années 50, la chose est devenue beaucoup plus difficile. Nous avons pu, pendant qu'il était encore temps, pour certains artistes, constituer de petits ensembles. Je pense à des artistes comme Dubuffet, pour lequel nous possédons maintenant 4 pièces, bientôt augmentées d'un certain nombre de dépôts provenant d'une dation faite à l'État par la famille de Jean Dubuffet. Nous avons pu, pour des artistes comme Pierre Soulages, comme Bram Van Velde, doubler, tripler leur représentation au sein des collections du musée. Maintenant, c'est vrai qu'après 2 ou 3 ans de ce système, et après effectivement cette espèce de phénomène sinon de mode, du moins de reconnaissance ou de réhabilitation nécessaire des années 50, nous nous rendons compte que la chose va devenir beaucoup plus difficile. Donc, oui. Trop cher, certains tableaux de Dubuffet. Pour avoir un très beau tableau de Dubuffet, maintenant, il faut compter plus de 2 millions de francs. Pour un tableau, oui, des années 40, pour Dubuffet, c'est entre 2 et 4 millions de francs, suivant la qualité et l'importance de l'œuvre. Oui. Donc nos achats vont surtout porter maintenant, je pense, sur les artistes de la génération des années 70. Nous avons un certain nombre d'ensembles que nous souhaitons compléter, notamment le minimal art américain. Nous avons sans doute un des plus beaux ensembles français pour cette période. Nous allons essayer de le compléter par des achats d'artistes comme Kelly, peut-être, qui font défaut à la collection, ou alors en multipliant, là aussi, pour éviter le côté un peu collection de timbres-poste qui a été trop longtemps la collection du musée de Saint-Étienne, étant donné la modicité de nos crédits, a pris souvent un peu cette allure de collection de timbres-poste. Maintenant que nous possédons davantage de crédits, davantage d'argent, nous allons essayer justement d'étoffer cette collection et de constituer de véritables ensembles permettant de mieux comprendre le sens d'une démarche, le sens d'un travail. En avril d'ailleurs, après l'exposition inaugurale, nous allons faire comme une seconde réouverture avec les collections. Alors là, nous mettrons les collections possédées par le musée de Saint-Étienne avec les dernières acquisitions faites au début de 88, mais nous demanderons aussi des dépôts pour montrer aux Stéphanois ce que pourrait être vraiment un très grand musée d'art moderne européen. Peut-être ensuite à eux de nous aider. Au sujet de très grands musées, parlez-nous un peu de votre expérience là-haut, là-bas. Ah oui, l'expérience du provincial monté dans la capitale. Écoutez, ça a été une très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. J'ai été très honoré et très heureux de diriger le Musée national d'art moderne. Très honoré qu'on fasse appel à moi, très heureux de le diriger. Je ne pars pas, je n'ai pas quitté le Musée d'art moderne, national d'art moderne, sans regret. Je suis revenu à Saint-Étienne par passion. J'ai peut-être eu tort si on tient compte de la raison. Je pense que j'ai eu tout à fait raison si on tient compte du cœur. Je suis plus heureux à Saint-Étienne que dans la capitale.